bonjour à tous. Bienvenue sur cet atelier allocation Cantalis en partenariat avec Monocle Asset Management et Charles Monod qui est là en direct Bonjour. avec nous. Donc merci Charles d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour cet atelier donc, dédié à l'allocation d'actifs et aux fonds flexibles. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu des fonds flexibles. Donc ça fait maintenant 10 ans que Cantalis traite des fonds flexibles via son observatoire. Et ça a un intérêt qui s'est, au cours de ces 10 ans, qui s'est assez peu tari. Et on a voulu faire un petit point avec toi directement en introduction sur les encours depuis 2 ans. Donc on a vu en 2020 une année un petit peu compliquée pour les flexibles. On a peut-être pu penser que c'était la fin des flexibles, mais on voit au contraire de ce qu'on a pu penser que ça repart assez fortement depuis le début de l'année. Donc est-ce que tu as un premier point à nous faire, un petit éclaircissement sur comment toi tu ressens ça ? Oui, alors je pense que ça repart peut-être pour 2 raisons. Les grands concurrents des flexibles, c'est le fonds euro, dont la rentabilité ne cesse de baisser. Donc ça doit attirer un petit peu de monde du côté des flexibles. L'autre, c'est peut-être les fonds qui ont été très à la mode et qui ont très bien marché jusque-là, c'est les fonds purs, les fonds actions purs. Mais peut-être qu'au niveau de valorisation très élevé auquel on est arrivé, les investisseurs commencent à se dire que c'est peut-être pas mal de diversifier un peu et de retourner vers des choses qui soient un peu moins one way. Donc tout ça, c'est plutôt bon pour les flexibles. Oui, exactement. C'est vrai qu'en fin d'année 2020, on s'est dit est-ce que vraiment c'est la fin des flexibles ou pas ? Eh bien, en fait, il ne faut jamais être trop sûr de soi quand on parle de prévision, en tout cas en ce qui me concerne. Donc maintenant, on va faire un petit focus très très rapide sur les fonds flexibles sur Cantalis, si tu veux bien. Donc on a chez Cantalis 19 catégories de fonds flexibles, 19 sous-catégories avec des grandes familles, donc d'allocations prudentes, flexibles, etc. On a donc 2029 fonds flexibles, ce qui est assez important quand même, ce qui est assez chargé. Et il y a donc 415 fonds ESG, dont 107 intensité 3. Moi, j'avais une question à te poser, Charles, si tu veux bien. C'est donc vous, dans cet univers assez varié, où est-ce que toi, tu te situes au niveau du fonds que tu gères et donc, dont tu peux parler un petit peu? Bien sûr, donc nous, le fonds Monocle, c'est un flexible prudent parce qu'on a une exposition action qui est limitée à inférieure à 50%. Donc on est un fonds plutôt prudent. Nos 2 grandes zones géographiques, c'est Europe et États-Unis. Et notre mode de gestion, c'est plutôt opportuniste, donc essayer de trouver des opportunités qui nous paraissent bien en termes de rapport rendement-risque. Voilà, ce qui évidemment, c'est vrai qu'en ce moment, on est un tout petit peu au chômage technique quand même. Hein. Il y a beaucoup de risques et peu de rendement, on trouve. D'accord. Et en termes de volatilité, vous avez une limite combien? Enfin, c'est quoi cet objectif Alors, on n'a vous pas êtes de fixé? limite de volatilité, mais on est en indice de risque 4. Donc, on est bien dans la catégorie des prudents, quoi. Pour donner deux types de performances, en 2018, on est un des rares flexibles qui finit sur l'année positif, légèrement au-dessus de 0. Et en 2020, on fait 6,5. Donc, voilà, généralement, comme on court pas après les marchés quand ils sont chers, c'est là où ils sont le plus dangereux. Généralement, on s'en sort. Enfin, en tout cas, dans le passé, on s'en est plutôt bien sorti dans les moments où ça devenait un peu difficile. Ok, super. Donc là, c'était la première partie de notre atelier. On a parlé des fonds flexibles. Là, on va parler de quelque chose d'un un peu différent, mais qui peut être un peu l'évolution dans Cantalis. On parle un peu à la classe d'actifs, c'était le thème de l'atelier, avec la frontière efficiente. Donc la frontière efficiente, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est vraiment un des piliers de Cantalis, puisque c'est là-dessus que se base Cantalis pour créer des portefeuilles. Donc la frontière efficiente, c'est quoi? En 2 mots très rapides, c'est issu déjà des théories de Markowitz, et c'est une tentative de création de la meilleure allocation d'actifs. Donc comment on crée une frontière efficiente? Il faut, j'allais dire tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, il faut estimer le rendement et le risque des classes d'actifs dans les années à venir. Donc c'est ce qu'on a fait chez Cantalis. Et je vous invite à vous rendre dans l'espace d'aide, méthodologie, l'article frontière efficiente qui est très très bien fait. Vous y verrez nos estimations de rendement risque. Donc on a ces estimations et après ce qu'on fait, c'est qu'on fait des milliers de simulations en changeant les poids de ces différentes classes d'actifs. L'idée c'est à terme de tirer un trait sur la frontière efficiente. Donc la frontière efficiente c'est 20 points et on compare tous
les portefeuilles ou les propositions d'ailleurs à cette frontière efficiente pour voir où se situe cet élément, enfin l'élément, donc le portefeuille et la proposition par rapport à la frontière efficiente Quantalis. Donc c'est 20 points. Et ça m'amène à ma question, Charles, si tu veux bien, c'est est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de vous, comment vous traitez la partie action d'actifs dans un fonds flexible? Et tu as déjà un peu dit, mais si tu peux en dire un peu plus au niveau des fonds obligataires, comment vous traitez le risque, etc., en détail, si tu veux bien. Bien sûr, alors nous on fait tout en direct, donc on n'est pas à fond de fonds, toutes nos lignes sont en direct et notre méthode c'est plutôt, elle est différente par rapport à la vôtre. Nous c'est bottom-up, c'est-à-dire qu'on regarde ligne par ligne pour trouver les opportunités, que ce soit Alors on a un petit... on tâche de trouver, alors là où les logiques se rejoignent, on essaie de trouver un risque intéressant, enfin un rendement intéressant par rapport à un niveau de risque. Et après, troisième facteur qui rentre en ligne de compte, la liquidité. En fonction de la liquidité des lignes, on veut pouvoir rentrer et sortir. On ajuste nos lignes. Et c'est comme ça qu'on constitue notre portefeuille, plutôt en partant du bas vers le haut. Donc une vraie approche bottom-up, ligne par ligne. Et on fait la même méthode dans les obligations et dans les actions. D'accord, donc ça veut dire que vous n'êtes pas cantonné à une classe d'actifs, mais c'est plus l'opportunité qui fera chercher le titre. On est d'accord, hein? Exactement, exactement. Alors, c'est vrai que dans les deux grandes classes d'actifs, force est de constater que dans les actions, on trouve toujours des opportunités, parce que dans les actions, il y a plus de divergence, donc il y a des choses qui sont très à la mode et très chères et à notre avis dangereuses, et des choses qui ne sont pas du tout à la mode, pas chères et qui sont de bonnes opportunités. Dans les obligations, c'est moins vrai, c'est-à-dire que le marché cherche vraiment du rendement de manière un peu plus mécanique partout. Donc, il y a des moments, un peu comme aujourd'hui, où il y a très peu de choses à faire. On en parlait un peu avant la réunion tous les deux. Quand on regarde le niveau de spread qui est rajouté sur les obligations au rendement, les fameux junk bonds en ce moment, il a rarement été aussi bas. Et en plus, il est mis sur des taux de référence qui sont très bas. Donc, en rémunération globale du risque, on est très peu rémunéré. Donc, en obligation, on fait très peu de choses en ce moment. Donc, on est d'accord que pour vous, la partie obligataire, c'est uniquement sécuritaire, quoi. C'est vraiment juste là pour... Non, pas forcément. Ça dépend des moments. En mars 2020, il y avait beaucoup de choses à faire une fois que tout le monde avait commencé à avoir peur. On commençait à avoir du vrai rendement. Il y avait beaucoup de choses à faire en obligation. Donc là, ce n'était pas sécuritaire. C'était de bonnes sources de gains. Il y avait des choses, des performances qui ont été assez exceptionnelles rapidement. Mais par contre, c'est une fenêtre qui a été ouverte à peine un mois. Ça s'est refermé très rapidement dès que les banques centrales sont intervenues. Et maintenant, on est à nouveau dans un marché qui est plutôt, là, pour le coup, là, il n'y a plus d'opportunité, en tout cas, vu de notre fenêtre. D'accord, mais donc, c'est un bon exemple que tu prenais. Donc, en mars 2020, donc, il y a de la performance sur les parties allocation. Est-ce qu'il faut prendre du risque à ce moment-là au niveau obligataire pour aller chercher de la performance sur les obligations, ou est-ce que tu as réussi à trouver des obligations un peu pépites sans risque? Alors, ça rejoint ce qu'on disait au début de la réunion et au thème d'aujourd'hui. Le gros intérêt des fonds flexibles, quand ils sont vraiment flexibles, c'est qu'ils ont, normalement, ils peuvent avoir du cash à déployer dans les crises. Un fonds pur et direct qui est 100% investi en action, quand ça baisse, il attend juste que ça arrête de baisser, il ne peut pas rien faire d'autre. Tandis qu'un fonds flexible, s'il a été sous-alloué, sous-investi dans les moments de hausse, ou dans les moments de valorisation trop forte, quand ça baisse, en tout cas c'était notre cas, il a beaucoup de réserves à déployer. Nous on a beaucoup de cash en ce moment, quasiment la moitié du fonds, plus de la moitié du fonds. D'accord. Donc, ou d'équivalent cash. Donc évidemment, c'est des moments où là il y a beaucoup de choses à acheter qui sont intéressantes. Après, c'est très compliqué d'avoir une vue claire sur les évolutions des business post-pandémie. Par exemple, prenons les compagnies aériennes. Il y a un moment où des obligations Air France sont arrivées à des niveaux extrêmement bas en 2020. Après, elles sont revenues à des niveaux plus élevés, mais après, malgré donc plus élevé, c'était bien. Mais quel est exactement le futur d'Air France? C'est très compliqué à deviner. Donc, c'est toujours mettre en poids, comme vous le faites chez Quantalis, mettre en perspective le rendement possible par rapport au risque. C'est ce jeu-là qui est tous les sens de la gestion et qu'on essaie de faire. Ouais, et qui est pas toujours facile, en tout cas, vu de la performance des fonds flexibles. Des fois, on se demande comment vous faites, et c'est intéressant. Tout à l'heure, tu me citais l'exemple de Volkswagen. Tu vais peut-être en parler un petit peu maintenant. C'était intéressant, donc j'aimerais bien que tu redises ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Alors Volkswagen, c'était, donc là on parle action. Volkswagen, c'était notre première, donc on parle vraiment opportunité, risque, rendement. L'opportunité, c'était quoi?
au moment, donc on est en 2015, au moment où le Dieselgate sort, et donc tous les journaux titrent sur une Allemande à 18 milliards de dollars pour Volkswagen. Et en fait, quand on lisait la loi américaine de l'EPA, l'Agence de protection de l'air américaine, en fait, ce chiffre de 18 milliards était faux. Il manquait un facteur dégressif qui faisait qu'on devait diviser l'amende par 10, en gros. D'accord. Donc, nous, on avait considéré qu'on avait un avantage de quelque part 17 milliards par rapport au reste du marché. Donc là, on pense que, on a très peu de risques, parce que comme l'action était beaucoup descendue, on pense qu'à moyen terme, il y a très peu de chances que ça aille beaucoup plus bas que le prix auquel on achète. Et deux, on a un beau rendement, parce que c'est mécanique, quand le prix baisse, le prix d'objectif devient plus élevé. Donc dans ces cas-là, et trois, pas de contrainte de liquidité sur Volkswagen, qui est une large cap où tout le monde peut rentrer et sortir. Donc là, on prend une position. Alors, On attend. Il y a peut-être une petite coupure, non? ouais, petite coupure, au moins tu disais que c'est une large cap, donc tout le monde pouvait rentrer et Pardon, sortir. voilà, c'était une large cap, donc pas de problème de liquidité. Donc on pouvait prendre une position d'une taille conséquente. Donc on est monté quasiment au 10% de notre taille UCITS. Et parce qu'on pensait qu'on n'avait pas de risque, qu'on avait un beau rendement, un beau potentiel. Et on a revendu la ligne avec à peu près 20% de hausse 3 mois plus tard. C'est un point important chez nous. Notre stratégie, c'est 80-100, c'est-à-dire on essaie d'acheter à 80 quelque chose dont on pense que la valeur est 100. Et deuxièmement, quand on touche les 100, on vend. On ne fait pas comme Buffett qui garde 30 ans. Nous, on vend quand on touche notre valeur. Ok, bah c'est super intéressant, je te remercie. Donc juste pour revenir un petit peu sur Quantalis en deux mots, nous vraiment on a une alloc, on a une vision de l'alloc qui est très très long terme. Donc on voit pas, on n'est pas tacticien, on va pas revoir tous les 3 mois des candidatures d'élection quelque part sur le globe. Notre alloc, on a une vision qui est très très long terme et l'alloc c'est quelque chose qui est robuste. J'ai une petite question encore une fois. Comment tu vois l'année 2022 pour Monocle? Et un peu plus globalement pour le fonds et pour les marchés. Alors 2022, nous on a un positionnement qui est extrêmement prudent depuis à peu près depuis longtemps maintenant, depuis 1 an et demi, je dirais. Post-remontée de la pandémie, on a commencé à prendre un positionnement très prudent. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On a beaucoup de signaux de risque. Donc, alors faut bien regarder un point qui me paraît important, c'est que le niveau global des indices, ceux qu'on suit, donc l'indice qui tire tout le reste des marchés mondiaux, c'est le S&P 500. Celui-là, c'est un indicateur lagging, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que ce sera un des derniers à bouger. Je pense qu'il vaut mieux regarder les indicateurs qui sont un peu dans la catégorie des signaux faibles, ceux qui bougent un peu avant. Sur ça, vous avez beaucoup de signaux qui sont plutôt qui incitent à la prudence. Okay. Si on regarde le nombre de contrats traités sur le futur VIX, il est plutôt plus bas que d'habitude dans des marchés d'euphorie. Ça veut dire que les gens n'osent pas trop aller sur ce marché-là. C'est plutôt un risque d'inquiétude. Si vous regardez l'échange de cours sur l'euro suisse, le suisse s'est beaucoup renforcé alors que c'est une devise qui est très pénalisante pour les investisseurs. Ça veut dire que les gens y vont parce qu'ils ont peur. Okay. Si vous regardez également l'évolution des marchés, des actions une par une sur le Nasdaq, ce sont les très grosses qui tirent et ce sont les petites qui baissent. On a eu des baisses quand même assez spectaculaires, peut-être pas assez commentées dans la presse, mais des sociétés comme Zoom, par exemple, ou Pinterest, ou Peloton, toutes ces boîtes-là ont perdu plus de 50% depuis leur pic. Peloton doit être à moins 70%. Leur pic, c'était il y a 6 mois. Et donc, c'est un phénomène qu'on avait vu exactement le même en 2000. C'est-à-dire les gens commençaient à sortir des boîtes plus petites parce qu'ils avaient peur et ils mettaient l'argent dans les grosses. À la fin, tout a terminé à moins 80 pour le Nasdaq en global. Cisco, qui était la plus grosse, ça fait moins 80. Mais on voit bien ce phénomène ce sont d'abord les petites qui baissent puis les grosses, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir en cette fin d'année. On voit que le marché n'est tiré que par les Microsoft, Apple, Tesla. Donc tous ces facteurs-là, nous, font qu'on est plutôt inquiet. Et ce qui inquiète plus, c'est que ce qui a à chaque fois sauvé tout le monde, c'est les banques centrales. Mais là, les banques centrales, elles ont un vrai problème d'inflation sur les bras. D'une part, et d'autre part, elles n'auront pas 40 millions de chômeurs dehors comme pendant la pandémie en mars 2020. Donc elles auront très peu de marge de manœuvre et politique et en légitimité, je dirais, et en termes financiers. Donc nous, on est plutôt extrêmement prudent pour 2022. Ok, bah écoute, c'est super intéressant et je te remercie. Donc nous, au niveau de Quantalis, on a quelques gros sujets sur la planche, si je puis être aussi familier. Et principalement le rapprochement des outils avec ceux d'Harvest, O2S, Big, etc. Et le déploiement en Europe, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses.
Il y avait une petite question, il nous reste 2 minutes, Charles, si tu veux bien, par rapport à mon éminent collègue Pierre. Il y a la fête qui va parler ce soir, je crois. Est-ce que tu as un petit mot à dire dessus ou pas? Tu sais un petit peu ce qui va se dire ou pas? Alors, j'ai pas d'idée évidemment de ce qui va se dire exactement à la Fed, mais mon raisonnement est le suivant. Quand on voit un immense échafaudage de 100 mètres de haut, un peu branlant et mal fait, si à un moment il tombe, se poser la question de quelqu'un a fait un geste ou un avion a passé le mur du son à côté, un oiseau s'est posé dessus, je pense que c'est moins important que le fait que l'architecture elle-même globale paraissait très casse-gueule. Et donc, je pense que c'est moins intéressant. À mon avis, si on a du temps à passer là pour regarder ces portefeuilles ou ces marchés, il vaut mieux regarder les boîtes une par une, essayer de comprendre ce qui se passe dedans exactement, plutôt que de suivre la fête, parce que je pense que ce sera plus instructif en termes de ce qu'on peut faire ou pas dans ces portefeuilles. Pour te donner un exemple qui m'a beaucoup marqué hier, euh, on a connu les boîtes de tech qui ont explosé en 2021. On a connu les boîtes de biotech qui ont fait les vaccins, Moderna, etc. On a connu les main stop type GameStop. Ouais. Mais là, je suis tombé sur l'action Avis. D'accord, Avis, c'est de la location de voitures, donc ça n'a rien de nouveau, rien de sexy, rien de fantastique. Et l'action Avis, elle a valu dans les 15 dernières années entre 20 et 60 dollars. Aujourd'hui, en 2021, elle est passée à 240 dollars. Okay. Donc, ces mouvements-là, si tu veux, cette valorisation-là, c'est pas le fait que la Fed ait des taux plus hauts, plus bas, qui la justifie. C'est juste qu'on est dans un gros phénomène de bulle et on peut prendre le discount rate qu'on veut pour essayer de valoriser Avis. Ça changera pas la valeur. On n'arrivera pas à le faire tourner. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ce risque-là qui m'inquiète, moi, que ce que dira exactement la Fed. Mais sur ce que fera la Fed et les banques centrales, il est certain que les niveaux d'inflation, ce matin, c'est sorti beaucoup plus élevé qu'attendu en Angleterre. Ça commence à inquiéter tout le monde et ils auront, c'est sûr, nettement moins de marge de manœuvre. Un point quand même à retenir, les gens qu'on a aujourd'hui à la tête des deux premières banques centrales, c'est-à-dire Jérôme Powell et Christine Lagarde, ne sont pas des économistes, ni l'un ni l'autre. Donc ce ne sont ni Bernanke, ni Mario Draghi, ni Greenspan en 2000. Voilà, c'est quand même des gens dont c'est moins le métier, donc c'est un peu plus inquiétant dans une situation aussi rare que celle d'aujourd'hui. Ok, eh ben écoute, c'était super intéressant et je te remercie. Je sais, on a 1 minute pour une question, mais je vais pas forcer la main, puis comme ça on va laisser le temps aux gens suivants de s'installer. C'était super intéressant, Charles. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation de Cantalis. Avec grand plaisir. Et on espère refaire ça l'an prochain et en physique ce coup-ci. Ce sera mieux. Ouais. Ah, merci, à très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir été présents. Au revoir. Au revoir.